L'histoire d'aujourd'hui est loin d'un simple après-midi d'été. Je n'aurais jamais imaginé qu'une carafe d'eau fraîche puisse m'entraîner vers tant de pensées ou de désirs interdits et dire que tout a commencé à cause de la cousine de l'intendant. Je m'appelle Clara Ashworth, élevée par ma tante après la mort prématurée de mes parents. J'ai été éduquée à me comporter avec modestie sur le domaine de Whitemore Hall, où je travaille comme secrétaire adjointe aux affaires administratives du domaine. D'ordinaire, je me déplace discrètement dans les couloirs de l'aile administrative, évitant toujours les regards insistants ou les commentaires murmurés. Cet après-midi-là avait commencé comme tous les autres. Le bruit lointain de la carriole du laitier, l'arôme du thé noir s'échappant du garde-manger des domestiques et l'échange silencieux de billets entre les services. Mais vers 3 heures, un messager a surgi dans l'escalier avec un message urgent. Le baron Turlough menaçait de suspendre le contrat de blé à moins qu'il ne soit personnellement reçu par Sir Alaric, l'intendant en chef du domaine. Comme Sir Alaric n'était pas dans son bureau, on m'a chargé de transmettre le message. J'ai saisi à la hâte une aiguière en argent remplie d'eau parfumée et j'ai gravi les marches menant à la galerie nord, là où il traitait habituellement ses affaires les plus délicates. Mon intention était simple, remettre le message et repartir. Mais en poussant la lourde porte en chêne, je tombais sur quelqu'un qui n'était pas le maître des lieux, Cecil Wilkes, le cousin énigmatique de l'intendant. Grand, les cheveux noirs plaqués en arrière, il portait une chemise en lin blanc dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude. Il était accroupi près de l'étagère à cartes, feuilletant un registre. Il ne m'avait pas vu entrer. Le silence était lourd, presque palpable. Pardonnez-moi. Je croyais que Sir Alaric était ici, murmurai-je, le regard fixé, incapable de reculer. Il leva les yeux. Mon cœur s'arrêta. C'était le genre de regard qui s'attarde sur vous comme un couteau d'argent, froid, élégant, mais tranchant. Il ne prononça pas un mot. Il se contenta de m'observer. Je fis un pas en arrière, hésitant, mais ma chaussure glissa sur le tapis oriental. La carafe s'inclina, et un filet d'eau tomba inévitablement sur son pantalon gris épais. Le bruit était subtil, mais la tache s'étendit exactement là où il ne fallait pas. Mes joues s'enflammèrent. « Je suis vraiment désolée, monsieur. » C'était un accident, me précipitai-je à dire, attrapant un mouchoir en lin sur le buffet. J'approchai timidement et effleurai légèrement le tissu humide. Il n'avait toujours rien dit, se contentant de me fixer, les yeux sombres, intenses, presque affamés. Alors que j'essayais de sécher la zone, le mouchoir glissa de ma main. Il l'attrapa avant qu'il ne tombe. Nos doigts se touchèrent, et à cet instant, le temps cessa de respirer. Ce ne fut qu'une seconde. Une chaleur me parcourut l'échine, comme si quelqu'un avait allumé une cheminée sous mon corset. Il parla alors, ne vous inquiétez pas. Sa voix, profonde, posée, vibra dans mon ventre. Je détournai les yeux, essayant de rire nerveusement. On dirait vraiment que je l'ai fait exprès. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Et vous ne l'avez pas fait? Mes genoux se dérobèrent sous moi. Tenant toujours le mouchoir entre ses doigts, il me fixa comme s'il savait déjà ce qui se passait sous ma robe de coton blanc. Une chaleur involontaire m'envahit. Je balbutiai une excuse. Je dois prévenir Sir Alaric. Le baron attend. Il se contenta d'acquiescer d'un signe de tête. Son regard était toujours posé sur moi alors que je refermais la porte. Je dévalai les marches en titubant, les jambes flageolantes, ma fleur la plus intime palpitant sous les têtes issues de ma culotte en coton. Son parfum flottait encore dans l'air, subtil comme la fumée d'un cigare de luxe. J'essayais de faire comme si rien ne s'était passé, mais mes doigts picotaient encore, et à la tombée de la nuit sur le domaine, cette scène se rejouait dans mon esprit comme un conte interdit murmuré à mon oreille. Quand il fut l'heure de fermer pour la journée, je le revis. Il était dans le couloir, avançant lentement. J'étais debout près de la fontaine en marbre dans la cour intérieure, remplissant un pichet.
Il ne dit pas un mot. Il se contenta de me regarder et de me faire un clin d'œil. Et à cet instant, le premier souffle m'échappa sans que je le veuille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les draps collaient à mes jambes, mon corps brûlant de fièvre. Ces mots, et toi, n'est-ce pas, résonnaient comme un secret imprimé sur ma peau. Je me suis réveillée tôt, espérant que la journée effacerait ce que je ressentais. Mais quand je suis arrivée au manoir, j'ai revu Cécile, cette fois dans la salle des archives avec la porte entr'ouverte. Il portait une chemise noire moulante sur sa large poitrine. Simple. Provoquant. Tout chez lui semblait conçu pour me déséquilibrer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps m'a trahi. Mon regard a parcouru son dos, puis le poing ferme tenant la plume. J'ai senti qu'il s'en rendait compte. Alors qu'il quittait la pièce, nos regards se sont croisés. Il est passé devant moi avec un demi-sourire, comme s'il avait déjà mis mon âme à nu, et plus encore. Je me suis précipitée vers l'office des domestiques. J'ai rempli un verre d'eau et me suis adossée au mur de pierre froide, essayant d'apaiser le feu qui brûlait en moi. Il est entré peu après. En silence, il a ouvert un placard, sorti un paquet de petits beurres et s'est appuyé sur le comptoir à moins d'1 mètre de moi. Il mâchait lentement, comme s'il savourait bien plus que la nourriture. Heureusement que ce n'était pas du thé brûlant, dis-je avec un petit sourire effronté. Peut-être qu'il est encore temps, répondis-je, à moitié taquin, à moitié plein d'espoir. Il mordilla sa lèvre inférieure. Le biscuit n'était qu'un prétexte. Ce que nos regards se disaient était trop évident pour être ignoré. Je ne m'attendais pas à te voir dans le coin, commenta-t-il, comme s'il était le premier surpris. Je travaille ici, tu te souviens? Après hier, je pensais que tu aurais pris la fuite. Fuir quoi? Il ne dévorait mes yeux. Parce qu'on dirait que tu ne sais pas jouer sans mouiller quelqu'un. Un rire doux m'a échappé. Mais à l'intérieur, mes cuisses se sont resserrées, trahissant tout le calme que j'essayais de garder. Je suis partie sans me retourner, mais je sentais son regard me suivre, comme des mains invisibles glissant sous mes vêtements. Le reste de la journée s'est déroulé dans un état d'alerte constant. À chaque pas dans le couloir, mon corps réagissait. C'était comme attendre quelque chose que je ne devrais pas désirer, mais que je désirais terriblement. Si toi aussi tu respires vite et que ton cœur bat la chamade, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, d'accord? Dis-moi en commentaire si cette histoire t'a parlé, et accroche-toi bien. Ce qui n'était qu'une étincelle peut devenir un incendie, si tu vois ce que je veux dire. La fleur secrète entre mes jambes ne connaissait qu'une seule façon de répondre, des contractions involontaires chaque fois que son nom me traversait l'esprit, Cécile Wycliffe. Il suffisait d'une pensée, et tout mon corps se souvenait de la nuit précédente comme si elle était encore en train de se dérouler. Quand l'horloge murale a sonné 16 heures, l'avis manuscrit, typique de l'administration de Whitmore Hall, est arrivé. Réunion d'alignement. Personnel de soutien uniquement. Salle 3. J'ai regardé la liste. Son nom y figurait. 10 personnes. Une petite salle, des fenêtres à volets pour garder la fraîcheur, de longues tables en acajou poli, des chaises rembourrées avec des accoudoirs en velours qui, si on s'asseyait trop près, finissaient par se toucher. J'ai choisi un coin. Je voulais l'éviter. Je voulais de la distance, mais lui non. Avec toutes les chaises disponibles, Cécile a choisi de s'asseoir à côté de moi. Sans cérémonie. Sans hésitation. « Il fait chaud ici, tu ne trouves pas ?» murmura-t-il, sans me regarder directement. « Tu as toujours aussi chaud ?»« Ce n'est pas moi qui ai le cou rouge, » répondis-je, en essayant d'avoir l'air sérieuse, mais ma voix était trop douce pour être sévère. « Tu observes trop, et tu fais semblant de ne pas aimer ça, » répliquai-je, comme si je plantais une dague dans le bout de mes doigts. Il ne répondit pas. Il se contenta de sourire. Et dans cet espace entre les mots et les silences,
Nos cuisses commencèrent à se frôler doucement à chaque petit mouvement. Aucun de nous ne recula. Un duel silencieux entre la peau et le désir. L'air était censé être frais, mais mon corps ressemblait à une fournaise cachée sous mon corsage. La chaleur montait, dissimulée par le décorum des formalités. Quand la réunion prit fin, il attendit. Tout le monde se leva, un par un, et partit. Je fus la dernière. En passant près de lui, j'entendis sa voix, basse comme un secret. Ce soir, je vais rester un peu plus longtemps. Je ne répondis pas. Mais mon cœur battait la chamade, comme s'il avait compris avant moi. À cet instant, je sus que la journée de travail ne se terminerait pas avec les tableaux de blé ou les registres de récolte. L'horloge sonna 6 heures. Tout le monde laissa ses notes et se dirigea vers la sortie. Je restai, non pas pour le rapport, qui n'était même pas de ma responsabilité, mais pour lui. Je restai parce que mon corps savait que quelque chose allait arriver, quelque chose de dangereux, mais d'irrésistible. Le manoir s'endormit lentement. Les lumières du garde-manger et de la salle de réunion brillaient encore d'un jaune doux, comme des bougies à la fin d'un banquet. Tout était silencieux. Le couloir résonnait comme un murmure ancien. L'horloge indiquait 18h27 quand j'ai entendu des pas. Ferme, résolu. Le pas de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Je fis semblant de lire un document près de la cheminée, mais je vis son reflet dans la fenêtre. Cécile s'approcha, sa chemise gris foncé nouée sur la poitrine, les cheveux légèrement en bataille, comme si la journée l'avait rendu à la fois plus humain et plus dangereux. Il s'arrêta derrière moi. Son souffle réchauffa ma nuque. « Tu l'étais » murmura-t-il. Une affirmation, pas une question. J'avais des affaires inachevées, répondis-je, la gorge sèche. Moi aussi. Quelqu'un à mieux voir. Des frissons me parcoururent des chevilles jusqu'à la nuque. Je me tournai lentement sur ma chaise. Je lui fis face. La lueur du lustre se reflétait dans ses yeux, une étincelle qui transperça mon âme. C'est dangereux, chuchotai-je, feignant la légèreté. Ce qui est dangereux, c'est ce à quoi je pense maintenant. Et puis le silence fut rompu. Je ne sais pas qui a commencé, mais ma main était déjà sur le col de sa chemise. J'ai tiré, et il a répondu comme s'il avait attendu des siècles. Le baiser était pressant, humide, affamé. Son goût était quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais que mon corps reconnaissait comme essentiel. Ses mains entourèrent ma taille et descendirent naturellement. Son toucher était ferme, chaud, dominant. Mes jambes, prisonnières sous la jupe en lin, s'ouvrirent instinctivement. Son corps s'ajusta comme s'il savait déjà où aller. Sa bouche trouva mon cou, mordilla doucement, et mes hanches réagirent. C'était comme si tout mon corps criait « Maintenant !» Il traça ma cuisse du bout des doigts, remontant lentement avec une précision presque malicieuse. La jupe remonta, se froissa, jusqu'à ce que ses doigts rencontrent la peau, une peau brûlante, moite, avide. « Tu brûles » murmura-t-il. « C'est ta faute » dit-il d'une voix brisée. Il me souleva d'un bras, m'assit sur la table en bois sombre, repoussa les papiers de son avant-bras et s'imposa dans cet espace comme s'il lui appartenait déjà de droit. Là, au milieu de documents oubliés et du tintement lointain de la calèche, il me prit. D'abord lentement, puis il accéléra rapidement. Nos corps s'entrechoquaient dans un rythme mêlant bruit et sueur. Mes jambes enserraient sa taille. Mes bras s'enroulèrent autour de ses épaules. Ma petite fleur s'ouvrit, se défit, se rendit. Quand j'ai touché les étoiles, si tu vois ce que je veux dire, c'était comme si une partie du monde s'effondrait en moi. Accrochée à lui, j'ai laissé des marques sur ses épaules. Il me regarda avec satisfaction, avec ce sourire de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il a fait. Nous respirions fort, nos cheveux collés à nos fronts. L'horloge égrenait le temps de nos péchés. C'était dangereux, murmurai-je, encore faible.
Et demain pourrait être pire, répondit-il, passant son doigt sous mes menton comme pour caresser un secret. Le lendemain matin, je me suis réveillée le corps fatigué et l'âme en feu. La première chose que j'ai faite, c'est le chercher. La deuxième, c'était de cacher les marques rouges sur mon cou avec de la poudre. Mais le miroir ne mentait pas. Ma peau portait ses traces, et ma petite fleur vibrait comme si elle avait sa propre mémoire. Je suis arrivée tôt au bureau de l'administration. Les couloirs étaient encore vides. Je marchais comme si je cachais un secret sous mes jupes. Mais Cécile n'était pas là, ni aux archives, ni dans le garde-manger. Je me suis assise à mon bureau. J'ai fait semblant. J'ai mal fait semblant. Tout de lit restait imprimé autour de moi. L'odeur boisée de l'armoire, le reflet du lustre dans la vitre, le paquet peint du salon où nos regards se sont croisés. Mes collègues ont commencé à arriver un par un. Je les ai tous salués avec un sourire de circonstance, mais à l'intérieur, je brûlais encore. Dis-moi maintenant, as-tu ressenti cette chaleur toi aussi? Dis-le-moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir ce que tu as pensé de ce chapitre. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, laissez un like et partagez-le avec tous ceux que vous connaissez qui aiment aussi une bonne histoire pleine de tension, de désir et de secrets. Et préparez votre cœur, car dans le prochain chapitre, les conséquences frapperont à la porte et elles pourraient être entr'ouvertes. Le bruit de la machine à écrire, le tintement des tasses en porcelaine dans le garde-manger, les conversations sur les récoltes et les transferts de fonds. Tout était revenu. Tout sauf Uli. Depuis cette nuit, depuis ce contact, ce baiser, ce tremblement entre la peau et les os, son absence lui faisait mal comme si elle faisait partie de la routine. Un silence s'imposait mais ressemblait à un murmure constant au fond de la gorge. Et puis, à 10h12, il est apparu. Il portait une simple chemise en lin foncé et un pantalon moulant. Pas de gilet, pas de cravate, comme s'il ne se souciait plus de maintenir son déguisement. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés et ses yeux avaient la même intensité que la veille au soir, celle qui brûlait encore dans mes souvenirs, dans mes cuisses, dans mon ventre. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Il n'a pas souri, moi non plus, mais ce n'était pas nécessaire. Nous savions, et cela suffisait. La réunion du matin fut une torture, non pas à cause des chiffres de production ou des annonces concernant la nouvelle livraison de tissus, mais parce que le directeur général, M. Horace Lancaster, était revenu de Londres, le même homme qui, il y a des semaines, m'avait demandé d'être attentionné envers son neveu, fraîchement arrivé de la colonie française. Le même homme qui, à présent, me faisait la leçon sur les objectifs, sans se douter de la guerre silencieuse des désirs qui se jouaient autour de lui. Je me suis assise de l'autre côté de la table, loin de Mathieu, loin de la chaleur de son corps, du parfum boisé de son eau de toilette, du son de sa respiration. Mais pourtant, je le sentais. Chaque fois qu'il bougeait sur sa chaise, chaque fois que ses doigts effleuraient ma cuisse, ma peau réagissait comme s'il me touchait là, en public, devant tout le monde. Pendant ma postée du matin, je me suis réfugiée dans la réserve. J'avais besoin de silence ou d'un scandale, n'importe quoi pour briser le charme. Je lui tournais le dos, en train de remuer un bol de feuilles séchées quand je l'ai senti s'approcher. Sans bruit de pas, sans un mot, il s'est arrêté derrière moi. On ne devrait pas, ai-je murmuré, sans le regarder. Je sais, a-t-il répondu. Il s'est rapproché, cherchant à savoir s'il y avait de la place, si j'allais reculer. Je ne l'ai pas fait. Mon oncle est là, et pourtant tu portes mon odeur. Mon corps s'est figé et a bouilli en même temps, non par vanité, mais par vérité. Je le sentais encore en moi, et je craignais de ne jamais l'oublier. Ça n'arrivera plus, n'est-ce pas? Ai-je demandé doucement. Il n'a pas répondu. Il a simplement posé ses doigts légèrement sur ma taille, un contact si bref, si subtil que n'importe qui aurait cru à un accident. Mais mon corps a réagi avec l'intensité d'un tourbillon. Mes hanches bougèrent d'elles-mêmes, trahissant nos sang-froid.
Avant de partir, il a dit « Reste calme. Je peux faire semblant. » Et il est parti, laissant une fois de plus son parfum flotter en moi. Le reste de la journée fut qu'une torture sensuelle. Ce qui existait entre nous était invisible aux yeux des autres, mais cela battait fort entre chaque rapport remis et chaque échange de correspondance interne. Il est passé près de mon bureau comme un fantôme chaleureux, et tandis que je traversais les couloirs, je feignais l'indifférence, mais j'entendais son cœur battre à côté du mien. Cet après-midi-là, j'ai reçu un mot manuscrit de Monsieur Horace. « Mélisande, pouvez-vous venir au salon à 17h ? Nous devons parler du jeune Mathieu. » Mon estomac s'est noué. C'était tout. Mais cela aurait pu être n'importe quoi. Je suis arrivée à l'heure, à 17h précise. La porte était entr'ouverte. Monsieur Horace feuilletait quelques papiers. « Entrez, ma chère. »« Tout va bien ? » ?»« Oui, monsieur. Je voulais simplement vous remercier pour votre dévouement envers mon neveu. Il vous a beaucoup complimenté. Il a dit que vous étiez très attentionné. Avec votre permission, j'aimerais qu'il reste ici encore quelques semaines. Cela vous convient-il ? Bien sûr, monsieur. Ce serait un plaisir. En sortant, Mathieu est apparu dans le couloir. Nous nous sommes croisés. Nous ne nous sommes pas regardés. Nous n'avons pas parlé. Mais en nous croisant, le bout de ses doigts a effleuré les miens, un contact minuscule, presque invisible, mais plus intime que tout ce que nous avions fait jusque-là, parce que maintenant c'était interdit. Et ce qui est interdit, lorsqu'on le garde secret, brûle encore plus fort. Les jours suivants se sont écoulés comme si de rien n'était. Mathieu est resté dans la zone de soutien, toujours avec le même air calme, la même voix maîtrisée, le même parfum troublant. Et j'ai continué comme la secrétaire modèle que j'ai toujours été, ponctuelle, dévouée, cordiale. Mais avec lui, je ne pouvais pas sourire sans me trahir, alors je me contentais de l'observer de loin. Et quand il me regardait en retour, c'était comme si notre peau se touchait à nouveau, comme si nous étions encore allongés sur la table de conférence, à étouffer nos gémissements, à nous rappeler le goût, la morsure, le murmure. Le 3e vendredi après cela, tout a changé. J'étais à l'arrêt de la calèche, à côté du manoir. L'après-midi se rafraîchissait. Le vent fouettait mes cheveux, attachés en un chignon lâche. La rue était presque déserte. Il est apparu de nulle part. Il portait un manteau épais, une écharpe sombre et un béret. Décontracté, presque invisible. Il s'est arrêté à côté de moi. Il n'a pas dit bonjour, il n'a pas souri. Il a juste murmuré « Je pars la semaine prochaine ». Ma gorge s'est serrée. Je savais que ce serait temporaire, mais savoir ne prépare pas le cœur. Je pensais rester plus longtemps. Moi aussi. Le silence s'est installé entre nous. Un cocher est passé en hâte, puis il a dit « Cette nuit-là, ça n'aurait pas dû arriver, mais c'est arrivé. » C'était réel, ai-je terminé. J'ai baissé les yeux, regardé la pierre branlante entre mes chaussures, des temps dont nous n'avons pas profité. Toute ma vie, j'ai su cacher ce que je ressentais. Mais avec toi, je n'y arrivais pas. Je l'ai regardé, avec tout, sans plus faire semblant. Tu pars vraiment ? Je n'ai pas le choix. Ton patron est mon oncle. Ta vie est ici. Et nous, on s'est trop désiré. La phrase est restée suspendue dans l'air comme un baiser qu'on ne s'est jamais donné. Il a fait un pas de plus, assez pour que son parfum m'enveloppe à nouveau. Si je n'étais pas obligée de partir, tu me rappellerais ? Il a plongé son regard dans le mien et a souri avec ses yeux. Si je reviens, tu me laisseras entrer ? La calèche s'est arrêtée. Le cocher avait l'air impatient. J'ai hésité, mais je suis montée. Au dernier moment, il m'a attrapé doucement le poignet. « Mélisande, tu as été mon refuge face au monde, et tu seras le souvenir que je chérirai, même de loin. » La calèche a continué, et j'ai laissé derrière moi l'homme qui m'a eu pour une nuit, mais qui a laissé son empreinte sur moi, comme s'il m'avait entièrement découverte.
Aujourd'hui, je demeure dans le même manoir. Personne n'a jamais su. Personne n'a jamais soupçonné. Mais parfois, quand l'horloge sonne 3 heures de l'après-midi et que le hall est silencieux, je regarde la table de conférence et mon corps frissonne, car certaines histoires n'ont pas besoin de fin heureuse. Elles ont juste besoin d'être si intenses qu'elles font battre la fleur, même si ce n'est qu'en souvenir. Et toi? As-tu ressenti ce frisson, toi aussi? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu es arrivé jusqu'ici, indique en commentaire d'où tu regardes. C'est un plaisir de te lire. N'oublie pas d'aimer, de t'abonner à la chaîne et de partager cette histoire avec ceux qui aiment aussi une romance torride et inoubliable. À la prochaine vidéo, mes amours. Et souvenez-vous,